présentation. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Merci pour ces éléments qui montrent quand même que, en effet, le recours aux moyens de l'État est une donnée importante. Je reviendrai sur une de vos dernières phrases, sur le fait qu'un des éléments fondamentaux est de savoir, y compris dans la mise en cause de votre mise en cause éventuelle, si jamais vous n'intervenez pas assez vite, c'est que c'est la connaissance des aléas, c'est la connaissance des répercussions sur le terrain. Et j'ai cru comprendre, en effet, que toutes les communes où il s'en fallait n'étaient pas couvertes par un plan de sauvegarde. Mais encore une fois, je reviens sur cette notion de données. À la base de la résilience des territoires, il y a l'idée d'avoir une prévention importante qui passe par le fait qu'il y a une sectorisation. J'ai bien compris aussi la difficulté institutionnelle compte tenu de la répartition des compétences. Mais derrière cette cartographie qui permet de gérer au mieux en anticipation et d'assurer une forme de résilience, il y a la collecte de données et la répartition des données. C'est quelque chose qu'on nous a signalé sur chacun des territoires. Il n'y a pas de données locales au sens, enfin peut-être qu'il peut y en avoir, mais qui seront en tout cas parcellaires. Et donc je voulais savoir comment l'État accompagnait les collectivités compétentes en la matière, que ce soit via Météo France. Alors j'ai compris qu'il y avait des services qui étaient en fait pris en charge par l'État, mais affectés aux autorités locales. Est-ce que c'est le cas aussi du BRGM, par exemple? Comment cela fonctionne dans la collecte de la donnée pour pouvoir éventuellement bâtir des cartes qui sont, j'ai bien compris, à bâtir? Et est-ce qu'il y a une perspective de rédaction ou d'élaboration en la matière? Je vous en Vous prie. savez, quand je vous entends, M. le rapporteur, il faudrait que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit écouté, ainsi que les présidents de province. Ici, en Nouvelle-Calédonie, à la différence de ce qui peut exister en métropole, il n'y a pas de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Il pourrait y avoir un schéma d'analyse et de couverture des risques qui permettrait de mieux connaître ces risques, savoir comment il convient de les couvrir, sur le plan opérationnel, j'entends, hein, de mesurer les délais d'intervention, comme dit tout à l'heure, il y a des communes, il faut faire 30, 40, 50 km pour aller aux limites de ces communes. Il y a marques du bord de mer qui arrivent sur la grande chaîne. Ce sont des schémas qui n'existent pas. Donc, on ne peut rien faire d'autre que dire au gouvernement qu'il serait souhaitable que. Voilà, hein, et donc, ce sont des outils, plus que des schémas directeurs, parce que normalement, en métropole, quand on écrit qu'il y a tel ou tel risque à tel endroit, on doit être aussi en capacité de mesurer les délais d'intervention. C'est tout ça, quand ça se passe mal, peut faire l'objet de développement judiciaire. Ici, ça n'existe pas. Et ça relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je ne vais pas aller plus loin pour ce qui me concerne, mais je vais peut-être laisser ou le DAFE ou le directeur météo de la Nouvelle-Calédonie pour répondre sur ces différents points. Je réponds. Alors, le service de la météorologie de Nouvelle-Calédonie, donc qui est aussi la direction interrégionale de Météo France en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, c'est un service météorologique comme partout en métropole. La collecte des données se fait dans les mêmes conditions, sur les mêmes protocoles, avec le même niveau d'exigence, de formalisme, de conservation également. Donc, en ce qui concerne les données climatiques, je pense que le territoire de la Nouvelle-Calédonie est couvert au même titre que n'importe quel territoire, alors n'importe quel territoire complexe, hein, parce que ça a été dit par M. le commissaire, c'est un territoire qui présente des caractéristiques qui font que on n'installe pas des équipements météorologiques d'observation partout où vous voudrez. Les accès sont compliqués, les moyens de maintenance sont parfois compliqués également, l'orographie, les montagnes, l'absence de voies de communication, etc. font qu'on est quand même dans un contexte compliqué, mais il n'empêche que
voilà, on a des radars météorologiques, on a des fonds climatologiques qui est remarquable, puisqu'on a des longues séries de données sur la Nouvelle-Calédonie, qui de la création du service dans les années, on a des observations au moins depuis les années 40, et donc, notamment pour ce qui est de l'évolution du climat, on a des séries qui n'ont rien à envier à des séries de données climatologiques qu'on peut avoir en métropole ou sur d'autres territoires d'outre-mer. Je dirais que de ce point de vue-là, il n'y a pas de fragilité particulière à signaler. Ça, c'est pour ce qui est de la connaissance des faits, de l'évolution du climat, la sensibilité de tel ou tel territoire, voilà, ça s'appelle la climatologie, c'est le fait qu'il y a en effet une quantité de précipitations, la fréquence des fortes précipitations est plus importante sur tel lieu que sur tel autre, que à l'est de la Nouvelle-Calédonie est plus davantage sujet à des cumuls de précipitations importants, que le nord est davantage sujet à être exposé à des manteaux en liaison avec l'activité cyclonique, etc., etc. Pour ce qui est des prévisions, là aussi, le service de météorologie, il y a donc les mêmes critères opérationnels et de technicité. Hein. On utilise ici, comme ça a été dit, alors, monsieur le commissaire, les agents sont des agents formés, sont météorologistes et qualifiés, formés par Météo France, à l'École nationale de la météorologie. Pour tous les agents techniques, c'est le cas. Leur formation continue est assurée par Météo France. Ils opèrent au sein de structures d'organisation qui sont standards, hein, c'est-à-dire moi je dirige ici une direction comme j'ai dirigé une direction en métropole avec les mêmes critères. Évidemment, tout territoire est différent. Je suis dans le sud-est tout à l'heure. Le commissaire faisait référence à PACA. Bon, c'est une région particulière, PACA aussi, pour quelqu'un qui arrive de la Bretagne, c'est spécial. Pour quelqu'un qui arrive de PACA, la Nouvelle-Calédonie, c'est une région qui est particulière. Je dirais que sur le plan des moyens qu'on se donne pour disposer de données de prévision, dans le contexte qui est celui de la Nouvelle-Calédonie, dans une zone sujette au risque cyclonique, tout est mis en œuvre pour que les données nécessaires, en temps réel, ou les données de prévision, les données d'observation, de prévision immédiate également, d'évolution en temps réel des phénomènes, qu'il s'agisse donc de cyclone, mais aussi de fortes pluies. On a des épisodes de fortes pluies qui sont parfois plus dévastateurs que certains cyclones majeurs. Sur tous ces sujets-là, on est, je dirais, à un niveau très évolué. Si je fais la comparaison avec d'autres territoires du Pacifique à proximité, voilà, ici c'est Météo France, donc on a un système de prévision qui est au point, qui est d'un très haut niveau. Et ces données, elles sont à la disposition de la SCGR notamment, du COS également, ça a été dit. Elles permettent à la Nouvelle-Calédonie d'exercer la compétence de prévention des conséquences des actions naturelles. Il est entendu que Météo France, par convention, exerce la compétence de production de ces données pour le compte de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que moi, je suis à la fois donc, Météo France, fournisseur, en tant que service de l'État, fournisseur d'un appui à la Nouvelle-Calédonie, je suis aussi, par convention avec la Nouvelle-Calédonie, fournisseur de ces données qui sont des données de la Nouvelle-Calédonie. Hein. Le réseau d'observation de la Nouvelle-Calédonie est financé par la Nouvelle-Calédonie. Et surtout ça, c'est à travers les contrats de développement, sur le plan financier, qui fait que l'État est toujours derrière en appui. Ça rejoint un petit peu les propos de M. le commissaire tout à l'heure. Voilà. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin, je pense que j'ai essayé de vous donner un panorama le plus sincère possible, en tout cas, de la situation telle que j'observe. Je dois ajouter que je n'ai pas une longue expérience ici, j'ai fait ici depuis quelques mois. Mais il me semble que j'assure une continuité avec un service qui, depuis des décennies, fournit un niveau de compétences qui est celui que je viens de décrire. Voilà, pour compléter les propos de M. le directeur, vous avez bien compris, hein, s'il y a des cyclones, on les voit venir. Voilà. Par contre, pour ce qui concerne les messages d'alerte et les mesures de précaution, ça relève des compétences locales.
Comme la sécurité civile est une compétence qui a été transférée il y a 10 ans, eh bien, ils se sont dotés, ici en Nouvelle-Calédonie, d'une direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. À la tête d'un officier sapeur-pompier professionnel qui vient de métropole, qui pilote cette direction. Mais le risque courant, il est toujours géré par les sapeurs-pompiers communaux. Et j'ai à mes côtés un lieutenant-colonel sapeur-pompier professionnel. Donc, vous voyez, on fait en sorte, quand je parle d'appui, eh bien, que des professionnels du métier qui viennent de métropole, qui sont à la tête de structures, soit dont la compétence a été transférée, soit dont la compétence est celle de l'État, allusion au COS dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, entre professionnels métropolitains venant du même corps de métier, et bien sur le plan opérationnel, il n'y a pas de difficulté, puisqu'ils se comprennent, ils savent de quoi ils parlent. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, mais ça amène sur une autre réflexion, c'est-à-dire que si ces professionnels n'étaient pas là, est-ce qu'ils pourraient s'en sortir? Moi je vous réponds non, ils ne pourraient pas s'en sortir. Et il est impératif que ces professionnels venant de ces corps de métier soient là pour que la réponse pour la protection des populations et des biens soit à niveau, tout comme ce qui vous a été dit par le directeur de Météo France, enfin ici Météo Nouvelle-Calédonie, ce sont des professionnels, donc ils connaissent leur métier et ils sont là en appui. Alors, ils ne relèvent pas partie de la compétence de l'État, c'est des compétences locales, mais ils sont dans des services dont la compétence est assurée par la Nouvelle-Calédonie. C'est comme ça que ça marche. Et donc, s'il n'y avait pas cet ensemble de fonctionnaires métropolitains qui sont très spécialisés, chacun dans leur domaine, et dont certains sont à la tête de services qui ont été transférés, donc qui relèvent des compétences calédoniennes, ça ne fonctionnerait pas. Voilà, ça, je pense qu'il faut en avoir conscience, parce que c'est une donnée qui est importante. Donc, on est dans un concept d'autonomie qui est très poussé, mais sans ces fonctionnaires, la ressource locale ne permettrait pas de gérer les radars dont il vous a parlé. Alors, c'est vrai que les radars, il y en a 3. Ce sont des radars qu'on va d'ailleurs remplacer dans le cadre des contrats de développement. Ici, les contrats de plan État-région, ça n'existe pas. Bon, ça porte un autre nom, on appelle ça des contrats de développement. Et donc, la Nouvelle-Calédonie intègre dans la politique de mise à niveau de ces radars, de leur remplacement, des besoins qu'elle exprime auprès de l'État, donc auprès des hauts-commissaires, et dans des enveloppes annuelles de l'État qui sont allouées à ces moyens, il est prévu le remplacement de toute une partie de ces radars. Donc, ça fait partie de la politique d'accompagnement et d'appui dont je vous parlais. Là, ce n'est pas le domaine opérationnel, c'est vraiment le domaine, je vais dire, courant, où l'État accompagne les collectivités calédoniennes qui ont des compétences. Peut-être passer la parole, si vous permettez, au DAFE, parce qu'il y a aussi des choses à vous dire. Oui. Il est à la tête d'un service qui est complexe, il est sur un service à compétences partagées. Merci, monsieur le commissaire. Moi, je tenais juste à vous donner cette précision. Effectivement, comme mon homologue a dit pour Météo France, quand il s'agit de l'opérationnel, on a effectivement côté de la Calédonie, on a cet appui, mais le niveau va encore dans une finesse encore, je dirais, plus compliquée, puisqu'au sein de la DAFE, nous avons l'agriculture qui est complètement transférée pour la Calédonie. Par contre, au sein de l'agriculture, nous avons l'enseignement agricole, où je représente vraiment un directeur côté Nouvelle-Calédonie. Autrement dit, sur l'enseignement agricole, nous avons des données, et pas forcément sur l'agriculture. Pourquoi? Parce que l'agriculture, à titre d'exemple, le recensement général des informations que nous devons avoir sur l'agriculture, au niveau de l'État, au niveau de la Nouvelle-Calédonie en tout cas, date de 2012. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de données, monsieur le rapporteur, vous avez évoqué tout à l'heure, il y a certainement une grosse lacune côté Nouvelle-Calédonie pour justement assembler ces données. Ça, c'est une dure réalité qu'elle nous en passe, en tout cas dans mon domaine, quand il s'agit de l'agriculture. Et puis l'environnement, c'est encore plus vaste, mais cependant, la Nouvelle-Calédonie est dotée quand même d'organismes au niveau local, avec l'agence de la LCD. Donc, nous, on est plutôt en appui sur ces thématiques.
que ce soit via le Haut Commissariat ou même en coordination des différents comités pour pouvoir ramener, je dirais, les différentes compétences qui sont partagées, qu'il y ait une position commune, hein, tout simplement. Et puis, par exemple, sur l'aspect forêt, je vais vous donner la réalité vraiment telle que je passe 3 mois. Ça fait 1 an et quelques mois que je suis là. Il n'y a jamais eu, jusqu'à présent en tout cas, aucune initiative, je dirais, sur le volet, nous, au niveau des services de la NAFE, sur tout ce qui est initiative territoriale. Voilà, donc ça veut dire que là, cette année, je viens de démarrer sur les filières centrales ou autres, voilà, pour tout ce qui est Mongo, parce que c'est important, on a parlé tout à l'heure, le commissaire a évoqué l'érosion côtière. C'est très important, tout ce qui est Mongo, développer cette partie-là, c'est pas fait. Enfin, vraiment, c'est pas fait. Donc c'est vrai qu'on a cette difficulté, et l'idée pour nous, en tant que service État, c'est de ramener un peu vers tout ce qu'on prend comme, je dirais, plutôt comme initiative au niveau national, et d'essayer de ramener vers ça. Je donne un exemple vraiment très précis là-dessus. En Nouvelle-Calédonie, la DAFE délivre des diplômes qu'on appelle des certificats, qu'on appelle des certificats, qui sont des examens qu'on fait passer à des professionnels pour savoir s'ils peuvent utiliser les produits phytosanitaires dans leur champ. Concrètement, là, on le fait parce que c'est à travers le ministère de l'Agriculture, avec le tampon du ministère de l'Agriculture, mais compétences totalement transférées. Pour la DAVA, c'est la direction de l'agriculture pour la Nouvelle-Calédonie. Et ce qui n'est pas fait, nous, on le complète ou on essaie de se positionner pour les accompagner. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. Donc, effectivement, je rejoins monsieur le commissaire quand il a dit tout à l'heure, je pense qu'on ne serait pas là, ça sera très compliqué, voire impossible que la Nouvelle-Calédonie fonctionne. Voilà. Pour compléter ce qui vient d'être dit par Pragache dans le domaine qui est vraiment celui de la compétence des provinces pour l'environnement, si on prend cet exemple, l'État est vraiment en appui. Par exemple, il y a des schémas directeurs intercommunaux de défense incendie. Ça existe. Alors ici, à Belgique, ça existe. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit pour venir en appui de ces schémas, au moins le mérite d'exister, on fait appel au fonds vert. On demande dans l'enveloppe, c'est une enveloppe de 10 millions d'euros qui vous est allouée ici en Bulgarie, regarde les projets qui sont éligibles au fonds vert. Un exemple. Le renouvellement du réseau des radars d'observation météo France. Je vous l'ai dit, ce sont les contrats de développement, donc là aussi on est en appui. Ce n'est pas les petites sommes, hein, ce sont des sommes qui caracolent autour de 5 à 10 millions d'euros, hein, c'est ça, M. le directeur. Des confortements de baies qui sont touchés par l'érosion du trait de côte. Alors, il n'y a pas d'élévation du niveau de la mer, je sais qu'on entend beaucoup, mais c'est surtout la puissance des dépressions tropicales et leur fréquence beaucoup plus élevée qui fait que certaines baies sont abîmées et que des habitations qui sont vraiment à proximité immédiate du littoral eh bien, sont fragilisées et qu'il faut reloger les populations. Eh bien, on a créé ici au commissariat un service qu'on appelle le STAC, le service technique d'assistance aux communes, un service tout à fait particulier qui est composé de jeunes contractuels qui, pour la plupart, sont des ingénieurs, qui sont 5 ou 6, et ils viennent en appui des maires. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des postures d'accompagnement. On appuie aussi les chefs de plan pour leur dire ce qu'il faut faire, parce que ces différents responsables, élus ou autorités coutumières, ne sont pas en mesure de traiter ces problèmes. Donc, on est vraiment dans une posture d'accompagnement, d'appui, et on respecte leurs compétences, parce que le niveau de décision, c'est eux. Ensuite, quand je vous parlais, alors là, je voudrais aussi vous répondre sur le rapporteur sur les plans. Bon, il y a le plan de prévention des risques naturels, les plans de prévention de risques littoraux. Ici, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc dès lors qu'on fait un plan, ça suppose que ce plan soit sorti d'un certain nombre de recommandations, voire de contraintes, qui ne sont pas toujours bien vécues.
de l'expérience qui est la mienne en métropole. Alors ici, comme ça n'existe pas, eh bien, évidemment, il n'y a pas d'inquiétude particulière de la part des populations locales. Pour autant, il y a quand même du dégât, et des dégâts qui peuvent être lourds de conséquences. Alors, je vais vous parler d'un exemple précis, Ouvéa, hein, une des 3 loyautés. Je dis à il y a un petit gars, mais Ouvéa, eh bien, à un endroit précis, il a fallu construire un pont qui a coûté quand même la bagatelle de 10 millions d'euros, qui est magnifique. Circulation alternée, circulation pour les cyclistes, pour les piétons. C'est même bizarre de voir un pont aussi beau qui a coûté à lui seul 10 millions d'euros, mais qui a permis d'éviter qu'une partie des clans situés au nord de Béa soient totalement isolés de ceux situés au centre ou au sud. Eh bien, l'érosion du trait de côte, avec la fréquence et la puissance des dépressions tropicales, fait que en sortie de pont, c'est un pont qui a été inauguré il y a quelques mois, en sortie de pont, et ça s'est fait en quelques mois, eh bien, le trait de côte a été rongé par la puissance de la mer, et la route qui débouche sur la partie nord de ce pont est menacée. Donc, vous voyez, quand on va faire face à un sujet comme celui-là, le maire d'Ouvéa, il y a un maire, il est grand, mais il n'y a qu'un seul maire, et complètement démuni. Donc, nous, on vient en appui, et donc, et du maire, et du président de la province, on le conseille, on fait appel pour limiter la puissance de ces dépressions tropicales à des techniques tout à fait particulières. Ce sont des chercheurs de l'Université de Montpellier qui sont en contact étroit avec nous et avec les maires. On s'est rendu compte qu'avec un système de pieux déposés, enfoncés dans le littoral, la partie la plus proche du trait de côte, déployé en Y, eh bien, ça brisait la puissance des vagues. Ouais, ce sont des expérimentations que l'on fait, on généralise pour trouver des solutions les plus appropriées pour limiter l'érosion du trait de côte là où il y a véritablement un danger pour les infrastructures, en l'occurrence le pont dont je vous ai parlé. Ça peut être aussi, j'ai constaté, des cimetières ici en Nouvelle-Calédonie, sur des îles loyautés, qui sont à proximité immédiate de la mer. Donc l'érosion du trait de côte provoque des dégâts tels que vous avez une rangée de tombes et qui est à proximité en pleine mer des vagues, et donc il faudrait, pour bien faire, pouvoir relocaliser l'ensemble de ces tombes, ce qui est totalement impossible avec disons, l'inconscient collectif kanak dans les plans. Donc ça impose de prendre des mesures d'accompagnement, et donc là encore, eh bien, on développe un partenariat étroit pour trouver les solutions les plus appropriées, protéger les cimetières, protéger les ouvrages d'art, protéger les habitations. Et donc, les maires, même si cela relève de leur compétence, la sécurité civile, même si ça relève de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sont très friands des conseils qu'on peut leur donner et évidemment des finances qu'on peut leur apporter. Très bien, merci Monsieur le Haut-Commissaire. Monsieur le rapporteur, avez-vous d'autres questions? Je serais tenté de